Nous nous considérons comme le sommet de l'histoire. Notre monde est celui des superordinateurs, tenus dans la paume de la main. Des réseaux mondiaux qui apportent la récolte du monde à notre porte. Mais cette commodité a un prix, une fragilité cachée, un ensemble de compétences externalisées et oubliées, une résilience échangée contre le confort. Enlever tout cela, le réseau électrique, les supermarchés, l'eau courante, et combien de temps la plupart d'entre nous survivraient-ils? Nous avons oublié le langage fondamental de la survie. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un paysan médiéval, sans éducation formelle, sans Gore-Tex, sans GPS, possédait une connaissance plus profonde et plus pratique de la survie que nous? Ils n'ont pas seulement survécu dans un monde sans filet de sécurité, ils ont forgé une existence contre des obstacles monumentaux. Ils ont traversé des ères glaciaires, des famines et des pestes avec une ingéniosité née de la pure et brute nécessité. Ils trouvaient de la nourriture dans les mauvaises herbes communes et transformaient les arbres en aliments de dernier recours. Le pain de dernier recours. Pour nous, la famine est un titre abstrait. Pour le paysan médiéval, c'était un cauchemar récurrent. La, la grande famine de 315-317 a connu un échec des récoltes si catastrophique que la société elle-même a commencé à se désintégrer. Quand le grain était épuisé et le bétail abattu, que restait-il? La réponse était la forêt elle-même. Ils connaissaient un secret désespéré et ingénieux, on pouvait manger les arbres. Il ne s'agissait pas de mâcher de l'écorce comme un animal affamé. C'était un processus méthodique de création de pain d'écorce. Cela ressemble à quelque chose d'un conte de fées, mais c'était un aliment de survie bien réel qui a sauvé d'innombrables familles, particulièrement dans les climats rigoureux de Scandinavie. La connaissance était incroyablement spécifique. Il savait que l'écorce interne, la couche tendre appelée phloème, des arbres comme le pin et le bouleau étaient comestibles. Au printemps, cette couche est étonnamment riche en glucides, fournissant plus de 20 000 calories par kilogramme. Le processus était laborieux. Les paysans retiraient soigneusement l'écorce externe pour accéder à cette fine couche. Le phloème était ensuite récolté, séché, souvent grillé, puis broyé en une poudre fine. Cette farine d'écorce, connue sous le nom de pétuleipä en Finlande, était mélangée avec le peu de farine de grain qu'il leur restait, prolongeant leur approvisionnement décroissant. De tous les témoignages, le pain qui en résultait était lourd, sombre et amer. Mais c'était de la nourriture. Il fournissait les calories nécessaires pour survivre un jour de plus, une semaine de plus. En 1642, lors d'une autre famine, des échantillons de pain d'urgence, incluant du pain d'écorce, ont été envoyés de Norvège à Copenhague pour analyse. C'était une partie reconnue, bien que sinistre, de leur trousse de survie. Regarder une forêt et voir non seulement du bois, mais un garde-manger caché de 1000 calories par arbre, nous voyons du bois. Il voyait la survie, qui est réellement éduquée. L'eau sans infrastructure, nous obtenons de l'eau propre par un acte de foi inconsciente en une vaste infrastructure invisible. Le paysan médiéval vivait dans un monde où une seule gorgée de la mauvaise source pouvait signifier une mort lente par dysenterie ou choléra. Leur survie dépendait d'une maîtrise pratique de la purification de l'eau. D'abord venait la collecte. Ils étaient maîtres de la récupération de l'eau de pluie. Leurs toits de chaume agissaient comme d'excellents filtres pour les débris plus gros, et ils utilisaient des troncs évidés ou de simples gouttières pour canaliser le ruissellement dans des barils ou des cruches. Cette eau était précieuse. Quand ils devaient utiliser des sources plus risquées, ils superposaient leurs méthodes. La première étape était toujours la filtration mécanique, versant l'eau à travers du lin tissé serré pour éliminer les sédiments. Certains monastères, en tant que centre de connaissances, ont développé des systèmes de filtration précoce où l'eau passait à travers des couches de sable, de gravier et de charbon. Une méthode que nous n'avons inventée à nouveau que des siècles plus tard. Mais la méthode ultime, et la plus fiable pour la personne ordinaire, était l'ébullition. Les pots en métal étaient chers. Alors comment faire bouillir de l'eau dans une auge en bois ou un sac en cuir? Vous amenez le feu à l'eau. Ils ont perfectionné la technique de l'ébullition par pierres chaudes. Les pierres étaient chauffées dans un feu ardent jusqu'à rougir, puis soulevées avec des pinces en bois vert et plongées dans l'eau. La chaleur immense portait plusieurs litres à ébullition en quelques minutes seulement, tuant les micro-organismes nuisibles. C'était une technologie de physique et de patience, un art oublié qui garantissait l'élément le plus essentiel de la vie. Et il ne purifiait pas seulement l'eau, il savait comment la trouver. Un berger traversant un terrain inconnu
pouvait lire le paysage comme une carte. Suivre les pistes d'animaux à l'aube, elles mènent à l'eau, observer la végétation plus épaisse et plus verte dans les zones sèches. Observer où les oiseaux volent au crépuscule. Créeux à la base des falaises où la roche rencontre la terre. Ce n'étaient pas des contes populaires, c'étaient des techniques testées sur le terrain et transmises de génération en génération. Pas de GPS, pas de radar de pénétration du sol. Juste l'observation et la reconnaissance de motifs. Nous avons besoin d'applications pour trouver le Starbucks le plus proche. Ils pouvaient trouver des sources cachées en période de sécheresse. Pierre chaude, sable, temps, zéro infrastructure nécessaire. Fonctionne en l'an 800, fonctionne aujourd'hui, fonctionnera en 2008. C'est à quoi ressemble la vraie connaissance. La forteresse souterraine. Notre conservation des aliments est une merveille d'électricité. Nous comptons sur les réfrigérateurs et les congélateurs. Le paysan médiéval vivait dans un état constant de panne de courant. La conservation était un rythme fondamental de la vie, un moyen d'assurer que l'abondance de l'automne dure pendant la brutale pénurie de l'hiver. Leur réfrigérateur principal était la terre elle-même. En Europe du Nord, près de 40% des maisons paysannes étaient construites partiellement sous terre. Ce n'était pas primitif, c'était de l'ingénierie thermique. Sous la ligne de gel, la Terre maintient une température stable d'environ 10 à 13 degrés Celsius toute l'année. Cette fraîcheur constante était leur système de conservation. Presque chaque foyer avait une cave à racines, une chambre souterraine soigneusement construite. Là, ils stockaient des légumes racines, comme les navets et les carottes, pendant des mois, souvent 6 à 8 mois, sans détérioration. Les choux étaient suspendus aux poutres, et les pommes étaient enveloppées individuellement et soigneusement espacées sur des étagères. Ils pratiquaient la science alimentaire sans le vocabulaire. La construction était délibérée. Les portes étaient positionnées à l'écart des vents dominants pour minimiser les courants d'air. Certaines caves avaient des tunnels de ventilation creusés horizontalement pour permettre la circulation d'air frais sans ouvrir l'entrée principale. Le sol était souvent laissé comme terre nue. L'humidité du sol créait l'humidité parfaite pour empêcher les légumes de se dessécher. Pour les viandes et les poissons, ils comptaient sur la triade ancienne du salage, du fumage et du séchage. Le sel éliminait l'humidité, créant un environnement où les bactéries ne pouvaient pas prospérer. Le fumage faisait de même, mais enrobait aussi la viande de composés antimicrobiens. Mais le génie allait au-delà du stockage. Il combinait les méthodes de conservation de manière que nous avons oubliées. La viande n'était pas seulement salée, elle était conservée avec de la cendre de bois, créant un environnement alcalin dans lequel les bactéries ne pouvaient pas survivre. La même cendre de leur feu de cuisson devenait un conservateur. Puis venait la lactofermentation, utilisant les mêmes bactéries qui font le yaourt pour acidifier les légumes, empêchant la détérioration pendant des mois. Choucroute, cornichons, haricots fermentés, ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un médicament, riche en vitamines, qui prévenait le scorbut pendant l'hiver. Un légume, 3 méthodes de conservation, 0 déchet. Nous appelons cela artisanal. Ils appelaient cela la survie. Un seul porc abattu à l'automne était une cascade de conservation. La viande était salée, la graisse fondue pour la cuisine et les bougies, les intestins utilisés pour les saucisses et le sang pour le boudin. Rien n'était gaspillé. Ce principe, l'utilisation totale des ressources, était au cœur de leur philosophie de survie. Votre réfrigérateur meurt en 24 heures sans électricité. Leur cave à racines fonctionnait pendant des générations. Ils ont construit des systèmes qui ont survécu aux empires alors que nous construisons des appareils qui se cassent après une décennie. Apprivoiser la braise, pour nous, le feu est instantané. Un clic, un tour, une allumette. Nous le commandons avec une telle facilité que nous avons oublié sa vraie nature. Dans le monde médiéval humide et sombre, le feu n'était pas une commodité. C'était la fragile barrière vacillante entre la vie et la mort. Le problème n'était pas seulement de démarrer un feu, mais d'en démarrer un dans n'importe quelle condition. Le paysan avait du silex et de l'acier. Depuis l'âge du fer, c'était la méthode la plus courante pour créer une étincelle. Mais une étincelle n'est pas une flamme. Le vrai génie résidait dans ce qui venait ensuite. Ils étaient maîtres de l'amadou. Ils savaient que la mousse séchée, certains champignons comme l'amadou ou le champignon amadouvier et l'écorce de bouleau déchiquetée étaient excellents. Ils créaient du tissu carbonisé en prenant un morceau de lin, en l'allumant et en l'étouffant
avant qu'il ne se transforme en cendre. Ce tissu noirci pouvait attraper une étincelle avec une efficacité incroyable, des taux de réussite de 90% ou plus entre des mains expérimentées. Ils étaient également maîtres du bois gras, le bois de cœur imprégné de résine des pins. Ils savaient comment trouver une souche de pin morte, l'ouvrir et trouver le bois de couleur ambrée, parfumé à la térébenthine, à l'intérieur. Raboté en un nid fin et duveteux, il pouvait être allumé, même mouillé. Mais peut-être leur compétence la plus ingénieuse n'était pas de faire du feu, mais de le déplacer. Démarrer un feu à partir de rien, sous une pluie battante, était incroyablement difficile. Alors, ils ne le faisaient souvent pas. Les bergers et les voyageurs prenaient une braise fumante de leur foyer, la plaçaient dans un lit de champignons à combustion lente et l'enfermaient dans un récipient avec un apport d'oxygène limité. La braise ne s'enflammait pas, mais couvait jusqu'à 48 heures. À leur destination, ils pouvaient ouvrir le récipient, ajouter la braise à de l'amadou frais et la ramener à la vie en soufflant. Ils ne créaient pas seulement du feu, ils le préservaient, le gardant vivant comme une ressource précieuse. Nous commandons le feu d'un clic. Ils le commandaient avec la connaissance. Et quand le briquet est à court de carburant, seul l'un d'eux fonctionne encore. La récolte cachée. Pour la personne moderne, la nourriture est une marchandise, une attente trouvée dans des allées stériles d'abondance. Pour un paysan médiéval, c'était un fantasme inimaginable. Leur supermarché était la forêt et le champ. Leur existence dépendait d'une connaissance encyclopédique du monde naturel, une bibliothèque d'informations portée non pas dans des livres, mais dans leurs esprits. Le problème était constant et brutalement simple, la famine n'était jamais qu'à une récolte ratée. Un été humide, un gel tardif, le désastre était toujours en embuscade. Il n'y avait pas d'aide gouvernementale, seulement ce que vous pouviez trouver. Et ce qu'ils trouvaient, nous appelons maintenant des mauvaises herbes. Voici un génie né de la pure nécessité, la capacité de voir des calories et des nutriments, là où nous ne voyons que des nuisibles. Les études de la connaissance médiévale du butinage révèlent qu'ils pouvaient identifier plus de 200 plantes sauvages comestibles. Comparez cela à l'adulte moderne moyen, qui en connaît peut-être une douzaine. Nous avons perdu 90% de la diversité végétale qui soutenait autrefois nos ancêtres. Un champ de pissenlit, une nuisance pour nous, était une bouée de sauvetage. Ils savaient que les jeunes feuilles étaient un légume vert nutritif, rempli de vitamines. Ils savaient récolter les racines, qui pouvaient être grillées en une boisson semblable au café ou bouillie pour la subsistance. Il ne s'agissait pas seulement de quelques plantes d'urgence. C'était un système profond et complexe de cueillette. Ils comprenaient les saisons intimement. Le printemps offrait des orties tendres qui, une fois bouillies, fournissaient un aliment riche en fer et en vitamines A et C. L'automne était le temps des glands. Pour nous, un gland est quelque chose qu'un écureuil enterre. Pour eux, c'était une source vitale de graisse et de glucides. Mais ils savaient aussi qu'il était toxique s'il était mangé cru. Ils ont perfectionné l'art du lessivage, un processus patient de plusieurs jours de trempage des glands moulus dans l'eau pour éliminer les tanins amers et écœurants. Ce n'était pas de la culture générale, c'était la ligne mince, comme un rasoir entre un ventre plein et une mort lente. Prenez la chénopode blanc, par exemple, ce que nous appelons amarante et arrachons de nos jardins. Les paysans médiévaux savaient que cette mauvaise herbe envahissante était remplie de plus de fer que les épinards, plus de protéines que de nombreux légumes verts cultivés. Ces graines, petites et semblables à des grains, pouvaient être moulues en farine. Ou le cerfeuil des prés, cette mauvaise herbe à fleurs blanches le long de chaque bord de route. Chaque partie comestible, au goût légèrement anisé, trouvée dans des sites archéologiques des colonies vikings aux abeilles médiévales. Les orties, une fois bouillies, n'étaient pas seulement comestibles, elles étaient médicinales, traitant tout, des douleurs articulaires à l'anémie. Nous pulvérisons de l'herbicide sur ce qu'ils considéraient comme des cultures précieuses. Nous avons littéralement armé notre ignorance. Ils savaient quels champignons tueraient et lesquels rempliraient. Ils comprenaient que les haies divisant les champs étaient des gardes-manger sauvages délibérément entretenus, un lieu pour les herbes et autres ressources. C'était un système organisé de nourriture supplémentaire, une compréhension profonde du monde naturel que nous avons presque entièrement effacé. Ils voyaient un champ de mauvaises herbes et trouvaient 200 sources de nutrition. Nous voyons le même champ et mourons de faim. 3 générations pour oublier ce qui a maintenu l'humanité en vie pendant des milliers d'années. L'état d'esprit de survie. Notre monde souffre d'un excès de spécialisation.
Nous avons un outil pour chaque tâche et nous sommes impuissants sans le bon. Le paysan médiéval embrassait le contraire, la polyvalence radicale. Souvent, ils avaient un outil principal. À partir de ce seul morceau de fer, ils devaient forger leur existence. L'incarnation parfaite de cela était la serpe. Cet outil simple, une lame courbée sur un manche court, est presque oublié, mais c'était l'équivalent médiéval du couteau suisse du paysan. Son utilisation principale était agricole, pour tailler les haies, défricher les broussailles et récolter. La courbe intérieure pouvait couper les vignes, tandis que l'épine épaisse pouvait fendre le bois de chauffage. Mais son utilité allait bien au-delà du champ. C'était un outil de construction essentiel, utilisé pour façonner les poutres de leur maison. Et en cas de besoin, c'était une arme redoutable. Mais l'outil lui-même n'était pas le point. C'était l'état d'esprit. Une lame. 20 utilisations. Ils regardaient tout autour d'eux, non pas pour ce que c'était étiqueté, mais pour ce que cela pouvait devenir. Une pierre n'était pas seulement une pierre, c'était un marteau, une enclume, un récipient à bouillir, un poids, une arme. Une longueur de corde n'était pas seulement pour attacher, c'était un outil de mesure, un piège, un garrot, une ceinture. Nous avons 50 outils spécialisés et ne pouvons pas survivre 3 jours. Ils avaient une lame et ont construit des civilisations. La différence n'est pas l'outil, c'est comment vous voyez le monde. Nous regardons en arrière cette époque et voyons un âge sombre, une époque de difficulté. Nous ressentons un sentiment de supériorité, en sécurité dans notre cocon technologique. Mais après avoir exploré ces secrets, peut-être est-il temps de demander qui est vraiment plus préparé. Ils ne dépendaient pas de chaînes d'approvisionnement fragiles ou d'informations numériques. Ils lisaient le vent et le sol. Leur connaissance n'était pas stockée sur un serveur distant, elle était portée dans leurs mains et dans leurs esprits. Si nos systèmes devaient faillir, combien d'entre nous sauraient comment trouver de l'eau propre, ou transformer un arbre en pain, ou préserver de la nourriture pendant 8 mois? Un enfant médiéval de 12 ans savait quelles 200 plantes étaient comestibles, pouvait purifier l'eau avec des pierres chaudes, et comprenait comment stocker la nourriture pendant l'hiver sans électricité. Le paysan illettré possédait une résilience que nous avons échangée contre le confort. Leur monde peut avoir été plus dur, mais à bien des égards, ils étaient plus forts. Ils détenaient les clés d'un royaume de connaissances que nous avons presque oublié. Voici mon défi pour vous, choisissez une de ces compétences que vous voulez maîtriser. Pain d'écorce, purification de l'eau par pierre chaude, identification des plantes, commentez ci-dessous laquelle et pourquoi. Le meilleur commentaire recevra un tutoriel détaillé complet la semaine prochaine. Et abonnez-vous maintenant, car dans la prochaine vidéo, je révèle la technique de survie médiévale unique qui rend l'équipement de survivaliste moderne obsolète. Vous ne croirez pas ce que c'est, mais cela pourrait vous sauver la vie. Ce que nous avons perdu n'est pas seulement un ensemble de compétences, c'est une façon de voir le monde, et peut-être est-il temps que nous commencions à essayer de le voir de cette façon à nouveau.